Nantes. Il est également vice-président du syndicat des eaux Atlantique Eau, qui est un syndicat qui regroupe, je crois, 150 communes, c'est ça, autour de Nantes, hein, hormis Nantes métropole, si j'ai bien compris. Et dans ce syndicat, il a des responsabilités de recherche et développement, et notamment de nouvelles méthodes d'analyse et de traitement des eaux. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Je voudrais aussi dire que Michael est très engagé au sein d'associations qui dénoncent l'usage de pesticides. Et tu m'as indiqué tout à l'heure que tu étais aussi au niveau du groupe de GIEC local. Et donc je te laisse la parole donc, pour une présentation qui concerne l'eau potable, qui est une ressource précieuse sous pression chimique. Oh. Pour éviter de tomber devant tout le monde. Donc, bonjour à tous, moi je me présente, c'est Michael Derangeon. Je suis maître de conférence à l'université, je suis aussi vice-président d'Atlantico, comme ça vient d'être dit. Et avant de commencer, peut-être une réaction à ce que j'ai entendu juste avant. On est pacifiste, mais il ne faut quand même pas être naïf. La guerre de l'eau, elle a déjà commencé. Donc même si on ne la veut pas, il faut quand même vraiment en avoir conscience. Donc juste pour me présenter, en fait, comme ça a été dit, je suis vice-président du syndicat au niveau de la Loire-Atlantique, voilà, 158 communes, à l'exception de notre métropole, c'est finalement toute la ruralité de la Loire-Atlantique, et c'est ce qui va coûter aussi le plus cher dans la distribution d'eau, puisque pour alimenter ces 148 communes, nous avons à peu près 10 000 km de réseau. Donc autant de risques de fuite, etc. Même si notre réseau est de très bonne qualité, puisqu'on avoisine environ 90% de taux de rendement, ça veut dire qu'on perd à peu près 13% de ce qu'on va envoyer dans un réseau. Et faire mieux que ça, c'est quand même extrêmement compliqué, parce que comme je viens de vous le dire, il faut assurer 10 000 km de réseau, et il y aura toujours des fuites, même si le réseau est extrêmement performant. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir échanger sur la qualité de l'eau et ce qu'on va retrouver dans l'eau. Ce qui est important, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser la question, c'est probablement que je n'ai pas expliqué. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, que je puisse répondre et expliquer différemment si ce n'est pas très clair. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer un petit peu, faire un état des lieux, l'expologie, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'eau. On parlera ensuite des normes, et une fois qu'on aura évoqué les normes, on verra ensemble quels sont les moyens technologiques aujourd'hui pour aller plus loin dans la connaissance, de telle façon de assurer la qualité sanitaire de l'eau potable et la santé humaine. Et enfin, on évoquera aussi, est-ce que ces normes nous protègent réellement notre santé? Et je donnerai des éléments de réponse par rapport à ça. Mais avant de rentrer dans ces détails, je voulais d'abord nous replonger en 1956. Alors, c'est quelque chose qui n'a rien à voir d'un premier abord avec l'eau, mais finalement, c'est extrêmement important. Pourquoi je parle de 1956? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'en 1956, on avait le droit de distribuer de l'alcool dans les cantines. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que la problématique dans toutes ces questions qu'on a autour de l'environnement, de l'eau, etc., il y a beaucoup d'intérêts divergents, et on essaie de saupoudrer la science, on essaie d'édulcorer et de transformer des vérités, des connaissances acquises pour éviter des prises de décision. Et donc je trouve que l'exemple de l'alcool est très illustratif de ce qui se passe pour la qualité de l'eau. Donc j'ai juste vous replonger en 1956, le ministre de la Santé de l'époque interdit l'alcool dans les cantines. Alors est-ce que le son marche? Visiblement non. Ah, normalement ça va fonctionner. Primaires sont des enfants heureux. C'est bien le café. Là, pour l'enfant.
vidéo, en fait, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique qu'en 1956, le ministre de la Santé interdit l'alcool de la cantine. Et je vais vous faire écouter juste un petit document sonore, on n'a pas besoin d'image. Qu'est-ce qui se passe près de Paris? Les parents ne sont pas contents. Je vous laisse écouter, c'est très enrichissant, ça nous permet de comprendre aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, la personne que vous allez entendre, c'est le docteur Suzin, qui est chef de clinique en hôpital psychiatrique et qui explique ce qui vient de se passer dans une petite commune où les parents sont carrément pas contents, puisque la ration d'alcool ne sera pas donnée à la cantine, et donc vont plutôt aller en manifestant. Écoutez, c'est rigolo. Chose pour leurs enfants le midi à l'école. Un certain nombre dans le panier de l'enfant, la boisson de leur choix, et qui est souvent un demi-litre de vin, ou de cidre, ou de bière, suivant la région. J'ai eu vent récemment, dans la région parisienne, d'un petit drame, les parents insistant pour que la boisson soit donnée aux enfants, le directeur s'y refusant, les parents ont décidé que les enfants boivent leur vin avant de venir à l'école, car cela était indispensable à leur santé. Et les enfants arrivent à l'école, rouges, suants, et toute la matinée, dorment. Alors pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce qu'aujourd'hui, on dit tout le temps les enfants sont mal élevés, c'est difficile dans les écoles. Ben oui, à l'époque ils étaient sous, donc forcément c'est plus facile. Non, sans blague. C'est assez intéressant. Parce que les parents à l'époque, ils ne donnaient pas l'alcool à leurs enfants pour les alcooliser. C'est parce qu'ils étaient persuadés que c'était bon pour la santé des enfants. D'ailleurs, il y avait des pubs qui allaient là-dedans, qui expliquaient que l'alcool était très bon pour la santé. Si vous vouliez un bon gaillard, il fallait lui donner sa petite ration de vin. D'ailleurs, à l'époque, je vous ai mis un carnet de santé de 1956, on est obligé dans le carnet de santé d'indiquer aux parents qu'il ne faut pas donner du vin ou de l'alcool. Parce que la population en est persuadée. Et bien pourquoi je parle de ça aujourd'hui? On est exactement dans le même contexte avec les pesticides. Mais le même contexte. Il y a un consensus scientifique sur l'effet des pesticides sur la santé. Je parle de ça parce qu'ensuite on va aller sur l'eau, on va éviter cette question-là, mais vous verrez que ce qu'on retrouve dans l'eau, c'est majoritairement des pesticides. C'est pour ça que c'est important directement d'être clair là-dessus. Il y a un consensus scientifique. Si vous regardez les études de l'INSERM, les études collectives de l'INSERM, les études Pélagie, les études Magrican, bref, il y a pléthore d'études en France et internationales. Les conclusions sont claires. Les pesticides sont un problème de santé publique et induisent de nombreuses pathologies chroniques qu'on retrouve dans la société à l'heure actuelle. Des troubles du neurodéveloppement, impliqués dans le diabète, impliqués dans les cancers, impliqués dans la maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. On a des corrélations. Les études épidémiologiques montrent que dans ces pathologies, qui sont évidemment multifactorielles, les pesticides sont une des classes de molécules qui peuvent induire ces pathologies. Il y a des études épidémiologiques et on est capable de reproduire ces pathologies quand on donne ça au laboratoire à des mammifères. Vous donnez certains pesticides à un rat dans un laboratoire, il développe la maladie de Parkinson. Donc ça, il y a un consensus scientifique. Alors on entend encore des peuples nous dire « Oui, non, les scientifiques ne sont pas sûrs ». Bah si, il y a un consensus puisque l'État indemnise aujourd'hui les victimes de pesticides. Je vous ai mis ici le fonds de victimes des pesticides. Quand un utilisateur de pesticides a certaines pathologies, cancer du système nerveux central, Parkinson, lymphome, leucémie, il peut être indemnisé au titre de victime de pesticides par l'État. Il suffit qu'il prouve qu'il a bien utilisé pendant plusieurs années les molécules et c'est une maladie professionnelle, comme l'amiante avec le cancer du poumon. Donc là, c'est reconnu par l'État. L'État, en général, n'aime pas donner de l'argent par les fenêtres. En général, ça dépend de qui on marque. Mais en général, non, on est d'accord. Donc si l'État a bien mis ça, c'est parce qu'il y a une reconnaissance de fait de l'impact de ces molécules sur la santé. Ça va plus loin que les utilisateurs. Les enfants d'utilisateurs sont aussi indemnisés au titre de victimes des pesticides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les enfants d'utilisateurs de pesticides ont certaines pathologies, à nouveau, lymphome, leucémie, cancer du système nerveux central, malformation du pénis, malformation au niveau de la lèvre, eh bien, les enfants peuvent être indemnisés au titre de victimes de pesticides. Alors, un des grands freins à ça, c'est aussi la conscientisation de l'impact de pratiques professionnelles sur la santé des enfants. Ça, c'est un grand frein dans le monde médical. Comment faire prendre conscience à des parents que c'est leur responsabilité, quelque part, indirectement, dans la maladie de leur enfant. Et il y a des exemples de médecins qui m'expliquaient une famille avec la maman, 2 enfants, le premier décédé d'une tumeur du système nerveux central, le deuxième malformation du pénis. Dans les 2 cas, les parents peuvent être indemnisés au titre de victime. Est-ce qu'il faut dire ça aux parents?
Est-ce qu'il faut leur faire prendre conscience que c'est leur pratique qui a probablement amené à la mort du premier et à une souffrance à vie du second? Donc là, on a des questions éthiques qui sont extrêmement complexes à résoudre pour le monde médical lui-même. Parce que les utilisateurs de pesticides, ce n'est pas eux les responsables. Ils utilisent des molécules qui ont été labellisées, normées, agréées par l'État, et tous les jours, il y a des gens qui viennent dans leurs exploitations ou là où ils travaillent, leur expliquer qu'il n'y a aucun risque santé. Donc c'est toute cette difficulté à laquelle il faut répondre. En tout cas, voilà, c'était juste pour illustrer, parce que vous allez voir que la grosse problématique que l'on a dans la qualité de l'eau, c'est les pesticides. Alors pour commencer, je voulais vous parler de cette revue qui est une revue internationale, une des plus grandes revues scientifiques au monde, et les constats sont clairs. On a à peu près 9 millions de morts prématurées par an liées à la pollution. Dans ces 9 millions de morts prématurées, la majorité vient de la pollution de l'air et la pollution de l'eau. 1,36 million à peu près de morts prématurées liées à la qualité de l'eau. Ce qui est aussi intéressant, et ce lequel on parle assez peu dans les médias, mais peut-être que vous en avez parlé aujourd'hui, c'est que cette pollution menace la santé d'environ 3,2 milliards de personnes. Comment elle menace directement? Mais elle menace surtout sur la qualité des plantes. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la pollution aura un impact sur la capacité de la plante à croître, à grandir et à pouvoir fabriquer notre alimentation. Donc ces effets indirects menacent, d'après cette revue, 3,2 milliards de personnes en France. On sait que cette pollution est impliquée dans de nombreuses pathologies, 32 milliards dans le monde. On sait que cette pollution est impliquée dans de nombreuses pathologies, troubles cardiovasculaires, troubles de neurodéveloppement, cancer, etc. Et avant de rentrer dans ce qui nous intéresse, l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces molécules, que ce soit des PFAS, que ce soit les résidus de médicaments, que ce soit les microplastiques, en général, vont avoir les mêmes mécanismes dans l'organisme. Quand ils rentrent, ils vont agir plus ou moins de la même façon. Et c'est ça où on a une difficulté, c'est que comme ils agissent d'une même façon, plus ou moins, les effets peuvent s'additionner, et ce qui rend très compliqué de pouvoir aussi évaluer ces fameux effets synergiques, ces fameux effets cocktails. Donc, ce qu'il faut, si maintenant on s'intéresse à l'Europe et on va arriver sur la France, eh bien vous voyez d'après cette étude que la majorité de la pollution en Europe, c'est les microplastiques et nanoplastiques. Ça, il faut bien avoir à l'esprit qu'on parle beaucoup des pesticides, mais les micro et nanoplastiques vont être un problème planétaire sur lequel on va avoir des limites, on atteint des limites, réellement, devant l'impact sur toute la chaîne du vivant, sur toute la biodiversité. Et puis, la deuxième problématique, c'est la pollution de l'eau, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que la pollution de l'eau, eh bien, on a une pollution qui est aujourd'hui systémique, et je mesure les mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est quasiment pas capable de ne pas trouver des polluants quand on les recherche, peu importe où on est, en France ou en Europe, dans l'eau. C'est une telle réalité que même les eaux minérales sont aujourd'hui polluées. Vous avez probablement dû voir la problématique Perrier. C'est super intéressant. Alors on peut remercier Perrier parce que, et Nestlé, grâce à eux, les gens vont être un peu plus écologiques. Normalement, ils devraient consommer moins de Perrier. On retrouve quand même des bactéries fécales dans l'eau qu'ils nous vendent. C'est quand même incroyable. Et ça, visiblement, d'après le rapport sénatorial, sous protection de l'État, qui était au courant et qui n'a rien fait. Alors on ne retrouve pas que des bactéries fécales, on retrouve aussi des PFAS, certaines molécules. Et j'ai mis ici l'eau d'Évian, qui est une des eaux les plus pures, captée sous le massif alpin. Et bien même dans l'eau d'Évian, on arrive à retrouver des traces de polluants. Le chlorothalonil, que vous avez dû entendre parler, et le R471811, ou même le TFA, qui est le plus petit des PFAS, et bien on est capable de retrouver les traces dans l'Évian. Certes, on retrouve à des données, des concentrations beaucoup moins fortes que ce qu'on va avoir dans l'eau du robinet ou de façon un peu plus globale, mais on retrouve même dans l'eau d'Évian des traces de ces molécules. C'est juste pour vous montrer que finalement, la pollution, elle est omniprésente. Et c'est ça qu'on va essayer d'évoquer, de comprendre d'où elle vient cette pollution. Alors d'où elle vient cette pollution? Eh bien, je voulais commencer par ce petit graphique. Ça, c'est une étude toute récente qui a été publiée début septembre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Même si on le connaissait depuis plusieurs années, c'est toujours difficile de le montrer, mais là l'étude est puissante, ils sont allés mesurer les pesticides présents dans l'eau, mais dans l'eau présente dans les nuages. Donc ils sont allés au Puy-de-Dôme, et ils ont mis des capteurs en hauteur, et ils ont pu capter quand les nuages passent, l'eau présente dans les nuages, pour mesurer s'il y avait des pesticides. Et bien en fonction des prélèvements, vous voyez cette courbe ici, là, vous voyez ma petite flèche qui tourne? Je ne sais pas. Alors vous voyez la deuxième courbe.
avec 1,45 en haut. 1,45 c'est le taux de pesticides qu'on a retrouvé dans 1 litre d'eau prélevé dans les nuages. Eh bien, dans ce prélèvement, on a eu 1,45 microgrammes. Mine de rien, c'est presque 3 fois la norme de l'eau potable. C'est-à-dire que ça, c'est pas potabilisable. Il faut déjà le passer par une usine pour enlever les pesticides. Juste l'eau contenue dans les nuages. Alors, c'était pas tout le temps, mais on arrive dans certains cas à des concentrations qui sont déjà élevées dans les nuages. Donc ça va expliquer pourquoi finalement on retrouve des pesticides à peu près partout. D'accord? Et donc justement, je voulais utiliser... Alors oui, j'ai pas dit, je suis scientifique, donc tout ce que je vais dire et ce que j'affirme, vous avez les petits liens en dessous pour pouvoir retrouver et aller vérifier mon information. C'est important, vous ne devez pas faire confiance, allez vérifier pour voir que ce que je raconte pas des carabistouilles et que c'est bien argumenté par la littérature scientifique, revue et validée par les pairs. Et également, deuxième chose, je pourrais aussi communiquer le PowerPoint, le support, comme ça, voilà, à utilisation juste privée, mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc là, les graphiques que je vais vous montrer, les cartes, c'est des cartes qui viennent du ministère. Donc vous pouvez les retrouver. C'est l'état de pollution des masses d'eau souterraines en France. Alors ça n'a pas été réactualisé. Je vais vous montrer les connaissances de 2017. Clairement, elles sont sous-estimées. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur cette première carte ici, vous avez un code couleur avec les concentrations de pesticides qu'on peut retrouver dans les eaux souterraines. Plus c'est rouge, plus il y en a. Ça veut dire que quand c'est rouge, on dépasse les 5 microgrammes par litre. Donc là, on est 10 fois la norme de l'eau potable. Donc vous voyez que dans une grande majorité des nappes en France, on retrouve des polluants. Et on retrouve des polluants avec concentration 5 microgrammes en théorie. On n'a même pas le droit de faire de l'eau potable avec, il y a trop de polluants. C'est ça la réalité en fait. Et vous voyez que finalement, les seules zones qui sont un petit peu épargnées, c'est plutôt les zones de montagne. Où là c'est bleu clair, on ne trouve pas grand chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde maintenant en diversité de molécules. Rose, c'est quand on est capable de retrouver jusqu'à 100, le violet foncé là, que vous voyez autour de Paris, de la Beauce, c'est quand on est capable de retrouver entre 50 et 100 molécules dans les eaux souterraines. Donc vous voyez que sur ces cartes-là, certains endroits en France, on va découvrir jusqu'à 100 molécules dans l'eau en France. D'accord? Dans l'eau souterraine. Donc on voit qu'on a une pollution qui est clairement systémique. Mais attention, ça c'était en 2017. En 2017, les moyens analytiques n'étaient pas les mêmes, ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et donc pour comprendre quand même ces cartes-là, ce qui est intéressant, c'est que pour les terres, ils ont recherché 700 molécules. Majoritairement des pesticides et leurs métabolites. 700. Mais c'est majoritairement les molécules mères. Sur les 700, ils ont été capables de retrouver 300 dans l'eau. Et majoritairement, ce qu'on va retrouver, ça va être des herbicides, des fongicides, évidemment, et des insecticides. Alors attention, hein, c'est pas parce que dans les molécules, on les retrouve pas beaucoup, mais parfois, elles peuvent être bien plus toxiques que d'autres qui sont présentes en forte quantité. Donc en tout cas, vous voyez qu'on retrouve bien ce qui va être utilisé, ça caractérise bien l'utilisation des pesticides en France. Quand vous regardez sur toutes ces molécules, les 300 qui ont été retrouvées, et c'est là que vous allez comprendre la problématique, 75% sont d'origine, c'est les substances d'origine. Et le reste, 25%, c'est les produits de dégradation. Quand vous mettez une molécule dans l'environnement, quand vous prenez un médicament, il va passer par votre organisme, il va être ce qu'on appelle métabolisé, transformé en métabolite. Quand vous mettez un pesticide dans l'environnement, l'interaction avec la lumière, la chaleur, les UV, les bactéries dans le sol, va transformer la molécule en ce qu'on appelle métabolite. Et la problématique, c'est celle-ci. Ce n'est pas les molécules mères qu'il faut rechercher, c'est les métabolites. L'industrie de la chimie l'a compris. On va faire aujourd'hui des molécules qui vont être moins rémanentes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être très résistantes dans l'environnement. Quand vous les mettez, 15 jours, 3 semaines, allez, 2 mois après, elles ont disparu. Mais rien ne se perd en chimie. C'est pas qu'elles ont disparu, c'est qu'elles ont été transformées. Et c'est les produits de transformation qu'il faut aller mesurer. Donc là, ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'est que dans les 300 qu'ils ont retrouvés, majoritairement, c'est des molécules mères. Et on sous-estime grandement la quantité de polluants réels, parce qu'on ne va pas rechercher les métabolites. Alors pour bien expliquer cette notion des métabolites, j'ai pris l'exemple d'un pesticide qui est assez intéressant, le tébuconazole. J'aime beaucoup celui-ci parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Si on vous pose la question, vous avez à peu près le droit de dire tout ce que vous voulez en toxicité, parce que c'est vrai. Il est cardiotoxique, il est immunotoxique, il est toxique pour le rein, toxique pour le foie, toxique pour le fœtus. Enfin, en tout cas, il est extrêmement efficace en agriculture. Hein. Il tue tout. Donc c'est pas mal.
Donc vous ne vous trompez pas. Pourquoi je prends l'exemple du tébuconazole? C'est un antifongique. Je prends l'exemple du tébuconazole parce que voilà la réalité. Le tébuconazole, c'est la molécule sur le côté là, les deux. Il y a une chiralité en chimie, c'est les mêmes molécules avec un axe de symétrie. Et bien quand vous mettez cette molécule dans l'environnement, il peut donner plus de 200 métabolites. Et dans l'étude que je vous montre ici, ils ont simplement étudié, et c'est déjà un travail conséquent, extrêmement important, 51 des métabolites du tébuconazole. Donc vous voyez que les molécules ressemblent, c'est juste qu'elles vont avoir des interactions, l'interaction avec l'environnement va être un petit peu modifiée. Et c'est là que commence le problème. Dans certains cas, la modification va faire perdre la toxicité de la molécule. Donc il n'y a plus de gravité, en tout cas on l'imagine. Et dans d'autres, la toxicité peut être augmentée. Et c'est ça qu'ils ont regardé dans l'étude. Et donc ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 51 métabolites, eh bien ils ont montré que 70% présentaient toujours une toxicité développementale. Donc dans l'eau, on va rechercher le tébuconazole, mais pas ses métabolites. Et pourtant, dans cette étude-là, 70% des métabolites testés gardent toujours une toxicité pour le développement du fœtus. 66,7% ont toujours des effets mutagènes, c'est-à-dire la capacité de modifier le code génétique, donc d'induire des pathologies, des malformations, etc. 84% sont toujours toxiques, voire plus toxiques que le tébuconazole chez le rat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métabolites n'ont pas perdu la toxicité? Non. Parfois, ils sont même plus toxiques que la molécule mère. Et pour autant, on n'a aucune capacité d'aller les rechercher dans l'eau ou avant tout dans vos aliments. Parce que si on les retrouve dans l'eau, c'est parce qu'ils ont été utilisés pour produire votre alimentation. Et puis là où c'est problématique, c'est que dans 83% des cas, les métabolites ont une capacité d'être concentrés dans l'eau qui est beaucoup plus forte que la molécule mère. Donc, beaucoup plus de risques de le retrouver dans l'eau. Mais ce n'est pas forcément cela que vous allez rechercher, c'est la molécule mère. Donc là, vous commencez à voir la problématique. On parle beaucoup des molécules mères, mais c'est les métabolites qu'il faut surveiller. Et c'est là où on a une grande impasse sanitaire. Alors pour aller un petit peu plus loin et comprendre la pollution, ne vous inquiétez pas, ça va être facile à comprendre, je vais vous expliquer. En haut, en Loire-Atlantique, on va majoritairement produire l'eau à partir de la Loire. Vraiment, 70% de l'eau qu'on produit vient de la Loire. C'est vraiment le fleuve qui est important. Et pour produire l'eau à partir de la Loire, on peut le faire de deux façons. Soit on le prélève directement dans l'eau de surface, comme ici, là, ou alors on va pouvoir prélever dans la nappe alluviale. C'est-à-dire, comme la Loire, il y a beaucoup de sable, l'eau va filtrer et on est capable de venir en profondeur, pomper l'eau. Et là, on n'aura pas tout à fait les mêmes molécules. Si vous regardez sur le graphique du haut, vous avez les molécules qu'on retrouve dans la Loire, dans l'eau de surface. Donc c'est en quantité de molécules, là on en avait détecté 700, pardon, on en avait recherché 800, on en a détecté à peu près à peine 70. Quand c'est bleu, c'est des médicaments. Quand c'est bleu clair, c'est leurs métabolites. Quand c'est vert, c'est des pesticides. Et vert clair, les métabolites de pesticides. À gauche, c'est les eaux brutes. Donc vous avez beaucoup de molécules. Et vous pouvez voir que dans la Loire, eh bien, on va retrouver majoritairement des médicaments. Ce qui est extrêmement logique. Dans la Loire, on va avoir beaucoup de stations d'épuration qui vont déverser dans la Loire. Donc nous, on est au bout de la chaîne. Et on va retrouver des médicaments qui sont véhiculés par les stations d'épuration, parce que les stations d'épuration ne sont pas faites pour traiter les médicaments, tout simplement. Et on va retrouver des pesticides liés au bassin versant, mais liés aussi au mode de consommation. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des pesticides interdits depuis plus de 30 ans en France, et des fois en molécules mères. Et là, forcément, quand vous achetez votre pomme qui vient du Chili, qui a été traitée avec du fipronil ou je ne sais pas quoi, qui est fabriqué en Europe, mais interdit parce que c'est dangereux pour la santé, vous le retrouvez dans votre pomme, et ça va passer par votre organisme et vous retrouvez ça dans la nature. Donc voilà un petit peu la réalité. Par contre, ce qui est intéressant, vous voyez à gauche, ça c'est quand ça passe dans notre usine de potabilisation. Donc on a quand même une bonne efficacité, on arrive à éliminer quasiment tous les médicaments, et vous voyez qu'il va rester les pesticides et leurs métabolites. Maintenant, si vous regardez la courbe du bas, à gauche c'est l'eau brute, et à droite, c'est l'eau au milieu, c'est l'eau traitée par notre usine. Bien, vous voyez que là, on a déjà beaucoup moins de médicaments. Et on a majoritairement des pesticides. Et quand on va pomper dans la nappe alluviale de la Loire, on a l'eau qui vient de la Loire, et on a l'eau qui vient du bassin versant. Donc c'est tout à fait logique qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes molécules, les mêmes représentations. Et puis on a une filtration par le sable, par le microbiote, par tout ce qu'on va retrouver, qui va pouvoir métaboliser les molécules. Donc vous pouvez voir que dans les nappes, on a déjà beaucoup moins de médicaments, et majoritairement des pesticides, et leurs métabolites.
Et à nouveau, dans notre usine, on arrive à éliminer les médicaments, tout ce qui est bleu, et va rester ce qui est vert. Alors, la petite courbe juste à droite, celle où vous voyez un petit peu de bleu, c'est parce qu'on sécurise les usines les unes avec les autres. Donc, on doit mélanger un petit peu de l'eau de notre usine avec l'eau qui vient de Nantes. Et Nantes, eux, ils fabriquent leur eau potable à partir de l'eau prélevée dans la Loire en surface. Donc, eux, il leur reste quelques médicaments qu'on va arriver à retrouver, même si on a dilué qu'avec 3% avec de l'eau de Nantes. Mais forcément, on va le détecter. D'accord? Donc ça, c'est les zones surface. Et puis, je vais vous montrer les deux zones les plus importantes en Loire-Atlantique en termes de contamination. En haut, c'est une zone, donc Machecoul, rappelez-vous, mais je vais vous l'expliquer par la suite. C'est une zone avec du maraîchage intensif, et en bas, c'est une zone où on a beaucoup de céréales et aussi un peu de maraîchage. Et bien, ce que vous pouvez voir sur les eaux brutes, donc ça va être les courbes à gauche, les deux premières colonnes en haut et les trois premières colonnes en bas. Vous pouvez voir que dans ces zones agricoles, on n'a quasiment pas de médicaments. On va retrouver majoritairement des pesticides. C'est des pesticides qui vont polluer nos eaux qu'on va devoir dépolluer. D'accord? Et vous pouvez voir que finalement, on a assez peu de médicaments. Donc ça, c'est un premier point important. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, les médicaments qu'on va retrouver sont souvent des médicaments associés aux maux de notre société. On va retrouver quoi? On va retrouver les médicaments qui vont traiter l'obésité, qui vont traiter l'hypertension, qui vont traiter le diabète, qui vont traiter la dépression, qui sont des maladies finalement très modernes, en lien avec nos modes de consommation et nos façons de vivre. Donc ça, c'est aussi un point important. On a bien une contamination qui est multifactorielle, industrielle, médicaments et agriculture liée aux pesticides. Et tout ça est lié. Il faut bien avoir une approche systémique. Tout ça est lié, en fait. Quand on va acheter une alimentation de bas prix, de mauvaise qualité, on va induire des pathologies et on va retrouver les médicaments. Et pour fabriquer notre alimentation de bas prix, on va utiliser des intrants chimiques qui permettront de produire à moindre coût. Donc il y a vraiment une approche qui doit être extrêmement systémique pour régler ces enjeux, ces problématiques au niveau de l'eau. En tout cas, ce que vous pouvez voir en haut, sur la courbe numéro 3 et en bas, la dernière petite graphique, c'est quand ça passe dans notre usine. Donc vous voyez qu'en haut, notre usine est très efficace, c'est une usine toute neuve, les charbons actifs fonctionnent bien, en apparence, je vais vous montrer après. Et vous voyez que celle en dessous, à nouveau, il nous reste des pesticides et leurs métabolites. Donc clairement, on a des problématiques dans l'eau de médicaments, on peut avoir des problématiques industrielles en fonction d'où on est, et la grande majorité des problèmes restent les problématiques liées aux pesticides et leurs métabolites, en tout cas sur nos zones, mais sur votre secteur, ça doit être à peu près la même chose. Alors si vous l'avez bien compris, la problématique, c'est les métabolites de pesticides. Et là, je voulais réappuyer là-dessus parce qu'il faut comprendre aussi comment se fait la norme, comment on règle quand il y a des problèmes. Et donc là, je vous ai pris l'exemple du chlorothalonil, que vous devez bien connaître ici, et les différents métabolites qu'il est capable de donner. Et notamment, il est capable d'en donner un qu'on appelle le R47-1811. Alors ça, c'est barbare, mais c'est assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, si on reprend la chronologie des faits, le chlorothalonil arrive sur le marché en 1969. C'est en 1969 que cette molécule commence à être utilisée partout dans le monde. Eh bien, il faut attendre 2013 pour qu'en Suisse, certains chercheurs commencent à regarder un premier métabolite du chlorothalonil. Et en 2019, les Suisses découvrent le R47-1811 qui contamine une grande partie des eaux suisses. Et d'ailleurs, on retrouve aussi dans l'eau des viandes les traces du chlorothalonil. Ça, c'est 2019. Qu'est-ce qui se passe face à ça? L'ANSES est saisi, va analyser est-ce que le chlorothalonil est un problème pour la santé? Est-ce que ce métabolite est pertinent ou non pertinent? Est-ce qu'il peut impacter ou pas la santé? Parce qu'en fonction, ça va changer la norme. Quand un métabolite est pertinent, on doit respecter 0,1 microgramme. Quand il est non pertinent, on doit respecter 0,9. Donc ça change beaucoup de choses. On peut multiplier par 9 le taux acceptable. Donc 2019, on découvre en Suisse. Eh bien, il faut attendre 2023 pour qu'on ait la capacité de rechercher en France. Alors entre 2019 et 2023, il ne s'est pas rien passé. L'ANSES est saisi, fait des mesures entre 2020 et 2022, mais aucune information est donnée à la société. Aucune information est donnée à la population, et on découvre le R47-1811 dans de très nombreuses ressources en France. Il faut attendre 2023 pour qu'on puisse avoir des laboratoires qui proposent à ceux qui produisent l'eau potable. Donc nous, à Atlantico, on l'avait fait, on avait travaillé avec des laboratoires suisses, et dès février 2023, on a alerté la préfecture, alerté les services de l'État,
comme quoi en Loire-Atlantique, 490 000 habitants sur 550 000 avaient une eau non conforme. Donc on est en 2023, on a une eau non conforme parce qu'en 2022, l'ANSES a donné son avis comme quoi la molécule était pertinente. Donc on doit respecter le 0,1. Branle-bas-de-Combat donne l'information, Haute-Paris donne aussi l'information, le rapport de l'ANSES est contraint de sortir plus vite que prévu. Et là on a un problème, c'est qu'il y a plein d'endroits en France où on dépasse amplement les 0,1 microlitres. Et des endroits, on est à 0,4, on est déjà à 4 fois ce qu'on a le droit. Et vous avez des endroits comme le secteur des camps où on dépassait les 3 microgrammes. Il y a d'autres endroits où on dépassait les 10 microgrammes litres. Donc face à ça, qu'est-ce qui se passe? L'ANSES est saisi pour réévaluer est-ce que la molécule est vraiment pertinente. Et en octobre 2023, l'État applique un décret, le ministère de la Santé, demandant de ne plus considérer les valeurs sanitaires pour le chlorothalonil et le chloridazone, parce qu'il y avait des petites histoires autour du chloridazone. Bilan des courses, c'est plus obligatoire, c'est pas forcément recherché, il n'y a plus de problème en attendant. Donc ça, on est nous en février 2023. Hein. Et donc l'ANSES se saisit. Au passage, nous avons rencontré le producteur de la molécule à un congrès à Nice qui nous explique que vous inquiétez pas, pas de problème santé, de toute façon l'ANSES va le déclarer non pertinent. Et entre-temps, la Suisse était en procès avec Syngenta, parce que quand ils ont découvert le R471811, ils ont dit que cette molécule était dangereuse. Dangereuse parce que le chlorothalonil, qui est la molécule mère, était probablement cancérigène au niveau rénal. Et donc Syngenta a porté plainte contre l'État suisse, parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler de la dangerosité de la molécule. Donc tout ça a couru, avril 2024, vous voyez, 1 an. Et en avril 2024, la Suisse gagne son procès. En gagnant son procès, il communique que le R471811 est dangereux pour la santé. Et on respecte le 0,1. Mais entre-temps, Syngenta a fourni un argumentaire à l'ANSES en expliquant que le chlorothalonil avait, oui, en fait, il est bien cancérigène. Alors qu'il disait tout l'inverse avant, il est bien cancérigène et il induit des cancers en provoquant, en agissant au niveau rénal de différentes façons au niveau cellulaire. Et dans le protocole d'évaluation de l'ANSES, le R471811 était mathématiquement pertinent à partir du moment qu'une molécule mère est probablement cancérigène. Si on n'est pas capable, il faut bien écouter la subtilité, si on n'est pas capable de démontrer que le métabolite ne peut pas agir comme la molécule mère, dans ce cas, on déclare qu'il est pertinent. Donc Syngenta a fourni un argumentaire en expliquant que le chlorothalonil est cancérigène, il induit du stress oxydant, il agit sur la glutathione, etc. Et que le métabolite ne pouvait pas agir de la même façon en théorie. Ce qui a permis de faire que le métabolite est non pertinent, et donc de passer de 0,1 à 0,9 en France, alors que la Suisse faisait tout l'inverse. Excusez-moi, pertinent, vous pouvez préciser le sens du mot? Pertinent, c'est-à-dire que quand les métabolites sont arrivés, l'État ne savait pas comment gérer. Et donc on s'est dit, on va dire qu'il existe 2 types de métabolites de pesticides ou de médicaments. Soit ils sont pertinents, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un impact pour la santé humaine, ils peuvent être dangereux. Soit ils sont non pertinents, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas dangereux. Voilà. Sur quelle base? Alors sur la base, en général, de la déclaration des fabricants. Mais c'est des conneries, ça. Ah bah... Bon, de toute façon, même s'ils disent pas des conneries, des fois on se demande si en face ils comprennent. Hein. Donc de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de risques. C'est toute la difficulté, elle est là. Et donc il faut que la recherche ait suffisamment avancé, donner de l'information à l'ANSES pour qu'elle vienne dire qu'il est pertinent ou non pertinent. Donc face à ça, nous, le syndicat où je suis élu, on a décidé de respecter le 0,1, de ne pas appliquer le 0,9. Donc ça nous a valu des critiques. Ça nous a coûté 1,8 million d'euros en plus de traitement de charbon actif par an dans notre secteur, juste en Loire-Atlantique. Et en parallèle, on a cofinancé une thèse pour savoir si le R471811 avait des effets santé avec un laboratoire indépendant de l'INSERM et qui donne déjà ses premiers résultats et qui semble démontrer qu'on a bien raison de respecter le 0,1 parce que même à la norme de l'eau potable, on peut déjà avoir des impacts. En tout cas, tout ça pour vous montrer, illustrer la problématique. Donc la grande difficulté que l'on a, vous l'avez compris maintenant, c'est les métabolites. Si je reprends l'exemple de mon captage, où il y a du maraîchage intensif, et où je vous disais que l'eau semblait de bonne qualité, parce que quand on fait un contrôle ARS, on n'a pas de pesticides, et qui est juste, hein, les contrôles ARS sont toujours justes, il n'y a pas de critique là-dessus. Eh bien, sur ce captage, à force de bataille, hein, il nous a fallu plusieurs années, les personnes qui travaillent au-dessus, les opérateurs, ont accepté de nous donner enfin la liste des molécules qu'ils utilisent. On dit, comment c'est possible?
Vous produisez de l'eau potable et vous n'êtes pas au courant des molécules qui sont utilisées. Ah ben non. Parce qu'en plus, comme aujourd'hui, il y a plein de sous-entreprises avec des codes postales qui ne correspondent pas au lieu d'application, vous ne savez pas ce qui est utilisé sur votre nappe. En tout cas, à force de bataille, ils ont accepté. Donc on a eu la liste, 49 pesticides utilisés. Sur les 49 pesticides utilisés, 4 ne sont pas dans le contrôle sanitaire. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés, mais on ne les recherche même pas dans la qualité de l'eau. Et surtout, ce qui est problématique, c'est que ces 49 pesticides génèrent 396 métabolites connus. Sur les 396, on n'est même pas capable de rechercher 10. Donc, clairement, on est aveugle à la pollution. On est aveugle à la qualité de l'eau. Est-ce que ça a un impact ou pas? Le problème, il est là, en fait. C'est qu'on n'a pas les outils techniques. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas les outils techniques pour aller les rechercher. Alors, maintenant, ce que je voulais évoquer avec vous, une fois qu'on a décrit un peu le contexte, qu'on comprend l'ampleur de la problématique, c'est quelles sont nos solutions techniques. Parce que souvent, j'entends, faut arrêter, on n'a pas le choix, en fait. Si on veut distribuer une eau potable, on est bien obligé de mettre de la technicité. Sans cette technicité, on n'est pas capable de dépolluer l'eau. Donc, on est contraint de le faire. Ça veut dire qu'il faut deux leviers. Un levier immédiat pour dépolluer et un levier d'action pour arrêter d'ajouter de la pollution à la pollution. Mais en attendant, on est bien obligé de traiter cette eau. Et comment on va la traiter pour la rendre potable? La technologie la plus utilisée, c'est les charbons actifs, ce que je vous ai mis ici. Les charbons actifs, c'est quoi? C'est comme quand vous faites du charbon chez vous, vous faites le barbecue. Ben, le charbon actif, c'est le charbon qu'on a monté à haute température et qu'on a broyé en tout petits grains. Et le charbon a une particularité, c'est qu'il a une très grande porosité. Et les polluants vont venir se mettre dans cette porosité, et c'est comme ça qu'on va enlever les polluants qui sont présents dans l'eau. Eh bien, la grande difficulté qu'on a avec ça, c'est qu'on n'a aucune filière de fabrication de charbon actif en France et en Europe. Le charbon actif vient des États-Unis et de Chine. On n'est pas capable d'en fabriquer? On n'en fabrique pas. Alors, il y a deux façons de faire. On peut monter la coco, ce genre de choses à haute température, ou alors il y a des filons qui sont extrêmement purs et qui permettent d'avoir toujours le même résultat en usine. Parce que dans une usine de potabilisation, vous devez vous assurer d'avoir toujours le même charbon actif pour pouvoir prévoir de telle façon à être tout le temps en norme. Si vous n'avez pas tout le temps les mêmes qualités de charbon, eh bien vous pouvez avoir une efficacité qui va changer et du coup de se mettre à distribuer une eau qui va être trop chargée parce que vous ne connaissez pas bien votre charbon. Et donc là, clairement, les charbons viennent des États-Unis ou de Chine. Alors, il faut être rassuré que c'est des pays très stables. On n'a pas trop d'inquiétude. Mais il faut bien comprendre du coup la souveraineté. Alors les charbons actifs, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Pendant un temps, ils pouvaient être remis dans les sols. C'est-à-dire que pendant un temps, mais le charbon coûte cher. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a des camions qui viennent nous livrer le charbon actif et qui reprennent le vieux. Il repart en Belgique, chauffé dans un four à très haute température, et la température va brûler les molécules organiques présentes sur le charbon. Et donc il va être réactivé, on va pouvoir le réutiliser dans les usines. Donc il y a un cercle de réutilisation, mais évidemment à chaque fois, on va perdre 15 à 20% du charbon en fonction du cycle, parce que vous remontez en température, donc vous continuez à brûler le charbon. Voilà. Et évidemment, c'est les trajets de camions. Nous, tout part en Belgique, c'est là qu'on a des usines capables de retraiter. Alors ça, c'est bien quand ça marche. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix, on va en parler par la suite, on a des polluants, le charbon actif n'est pas capable de le traiter. Donc dans ces cas-là, la seule solution qui nous reste, c'est les techniques de nanofiltration ou d'osmose. C'est quoi? En fait, c'est le petit schéma qui est ici. L'osmose, c'est des membranes dans lesquelles on a des tout petits trous. Et ces petits trous laissent passer, en théorie, uniquement l'eau. Et donc vous allez faire monter l'eau en très haute pression. Vous allez pomper 100 litres d'eau. Vous montez en très haute pression, et l'eau va passer au travers de la membrane. Donc l'eau passe dans le tuyau, très haute pression qui passe dans la membrane, et ce qui va permettre d'éliminer, d'enlever l'eau et de produire de l'eau dans laquelle on va avoir de l'eau pure. Donc vous allez avoir à partir de 100 litres, à peu près 85 litres d'eau qui va être que de l'eau pure. Et il va vous rester une saumure dans laquelle vous allez avoir toutes les molécules qui n'ont pas pu être utilisées. Donc sur 100 litres, c'est entre 15 et 20 litres qui va rester de saumure que vous ne savez pas quoi faire, parce qu'en fait vous concentrez les polluants dedans et vous produisez 80-85 litres. Ça consomme évidemment énormément d'énergie, parce qu'il faut monter en pression. Donc là aussi on est face à un problème. En Loire-Atlantique, on sait qu'en 2035, pour pouvoir alimenter l'ensemble de la population, il va falloir que la population réduise de 10% la consommation d'eau. Ah oui, mais si vous dépassez une technologie d'osmose, c'est plus 10%.
C'est 25 à 30% que la population doit économiser. Et qu'est-ce que vous faites de ces résidus d'osmose? Quand vous êtes sur un captage, vous n'allez pas rejeter tous les polluants dans le captage et faire les shadocks. Et ben on en est là en fait. On en est là. Alors il y en a qui disent, bah, vous pourriez peut-être faire évaporer l'eau. Bah super, quand vous produisez 1000 m3, c'est 150 à 200 m3 à l'heure que vous devez évaporer. Quel est le coût énergétique? Enfin, voilà, là aussi il faut bien comprendre l'impasse dans laquelle on est arrivé. Et un nouveau problème de souveraineté, c'est-à-dire que l'osmose, ça consomme énormément d'énergie, énormément de portes d'eau. Ce que je vous ai pas dit, c'est que l'eau est trop pure, il faut la reminéraliser, remettre des minéraux pour pas qu'elle soit trop agressive, en s'assurant que les minéraux ne soient pas même contaminés au passage. Et vous devez gérer les concentrats. Et cerise sur le gâteau, là aussi, les membranes sont fabriquées majoritairement aux États-Unis, Japon et Corée. Donc là, à nouveau, un problème de souveraineté. Donc c'est assez rigolo quand on entend parler des conflits armés, etc. En fait, c'est très simple pour l'Europe. Hein. On n'envoie plus de charbon et on empêche l'arrivée des membranes d'osmose. Je ne sais pas comment on alimente la population en une autre qualité qui ne va pas atteindre leur santé. Et ça nous pose un gros problème. Ce que je vous ai expliqué, on a énormément de polluants. On ne sait pas trop lesquels, donc on fait tout pour ce qu'on peut pour les déterminer. Et on doit mettre en place des usines qui doivent les traiter. Et récemment, ce qui nous est arrivé en Loire-Atlantique, c'est cette usine, un secteur, je vous ai montré, Nord-sur-Erdre, une zone. On a mis une usine en place, 6,5 millions d'euros, dont 2 millions à peu près pour la filière de traitement, pour traiter les polluants, le R471811, le S1-métolachlore, etc. L'usine est en construction, et pendant la construction de l'usine, eh bien, on est dans une impasse terrible. On a découvert 2 autres molécules que l'usine n'est pas capable de traiter. Et là, on fait quoi en fait? On fait quoi? Comment on explique à la population qu'on a investi 6,5 millions d'euros, qu'on avait pris de l'avance sur certains polluants, qu'on dit cela, ils pourraient être présents, les bureaux d'études, vous avez dit c'est bon, vous allez pouvoir les traiter. Et bien, pendant la construction, vous êtes en impasse. Et donc, cette usine, on a dû décaler pendant 6 mois son inauguration, parce qu'on a trouvé des nouveaux polluants qu'on n'était pas capable de traiter. Donc, on a décalé parce qu'on voulait être transparent et informer la population. Donc, notre usine, quand elle est arrivée construite, non seulement elle n'était pas performante pour certains polluants qu'on venait d'identifier, mais en plus de ça, pour certains qu'on avait identifiés pendant la construction, eh ben on est déjà quasiment au taquet des capacités de l'usine en termes de charbon actif pour éliminer le chlorothalonil. Et donc là, parmi les 2 polluants, on avait découvert le 1,4-dioxane. Alors celui-là, c'est un petit solvant chloré. Apparemment, il y avait eu une entreprise de peinture qui avait enterré des pots, enfin bref. Et le TFA, l'acide trifluoroacétique. Vous avez probablement entendu parler du TFA, c'est le plus petit des PFAS. Et le TFA, comment il est produit? Ça peut être les gaz de climatiseur, ça peut être certains médicaments, notamment des médicaments contre la dépression, qui intègrent dans la molécule ce petit PFAS. Et c'est des pesticides, comme le fluphénacet, qui vient enfin d'être interdit au bout de 13 ans de procédure à l'Europe, parce que c'est un perturbateur endocrinien. Et quand vous mettez du fluphénacet dans l'environnement, il génère cette toute petite molécule qu'on appelle le TFA. Et puis il y en a d'autres qu'on a trouvés, d'autres captages qu'on a dû fermer parce qu'on n'a pas de solution technique. Donc ça c'est une petite commune qui est en Loire-Atlantique, Missillac, un captage d'à peu près 60 m3. On a trouvé du DMS, on n'a aucune solution de traitement. Le DMS c'est un métabolite de pesticides, et là on ne sait pas le traiter en fait. L'osmose serait efficace qu'à 50%. Ça veut dire pour le passer au moins 2 à 3 fois dans l'osmose pour pouvoir l'éliminer. Là, vous passez 100 litres, il vous en reste que 85. Vous repassez une deuxième fois, à la fin, il ne va plus vous rester grand-chose. Hein. Le coût va être extrêmement important. Et le DMS pose un problème, il ne faut pas le traiter au charbon. Et dans votre filière de traitement, si vous avez de l'ozonation, comme on a dans certains endroits, vous transformez en une molécule encore plus cancérigène. Donc vous ne pouvez pas faire d'ozonation. Et si vous chlorez, le chlore c'est un oxydant, vous allez faire réagir le chlore avec la molécule, et quand vous faites le dosage, elle disparaît. Donc ça c'est très pratique pour certains producteurs d'eau. Un producteur rien, c'est chloré, vous mesurez, il n'y a plus de molécules. Puis vous laissez le chlore disparaître, et là, si vous mesurez la molécule, vous la voyez réapparaître. C'est juste que le chlore masque, on ne peut pas bien la mesurer. Donc nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fermé le captage, et on a alerté la population. Et comme on a un endroit où on est très en avance sur les réseaux, l'interconnexion pour sécuriser, on a fait venir de l'eau qui vient de beaucoup plus loin pour alimenter la population. Pour en revenir au TFA, c'est un énorme problème. Je vous ai mis la carte de la Loire-Atlantique, on en retrouve absolument partout, entre 0,3 et 3 microgrammes par litre. Même dans les zones très protégées, on retrouve du TFA. Et probablement, de la connaissance qu'on a aujourd'hui sur cette molécule,
c'est plutôt du TFA qui arriverait par la pluie. Ce n'est pas forcément les agriculteurs en local qui l'utilisent, mais la pluie est chargée et qui va amener un taux, globalement, un bruit de fond 0,3-0,4. Dans les montagnes en Suisse, quand il n'y a pas d'agriculture, ils retrouvent aussi à peu près ces taux-là, 0,3-0,4. Et ensuite, on va jusqu'à 3 microgrammes. Et là, on est aussi dans une impasse. Il y a une trentaine de pesticides en France autorisés qui génèrent du TFA. Et surtout, on n'a pas de solution technique. Il n'y a que l'osmose qui fonctionne aujourd'hui. Donc s'il faut qu'on mette l'osmose pour traiter le TFA, on ne sait pas comment faire. Alors là encore, grande difficulté. Il n'y a aucune norme sur le TFA. La Hollande dit qu'il ne faut pas dépasser 2 microgrammes par litre. D'autres pays disent c'est 12. L'Allemagne dit c'est 60. Et les producteurs de pesticides disent oh, vous avez largement, vous pouvez aller jusqu'à 295 microgrammes sans problème. Donc là, on est clairement dans une grande difficulté, c'est que cette molécule, on la détecte de plus en plus, et on ne sait pas si elle a des impacts santé. Et clairement, nous, en termes de producteurs d'eau, on a alerté la population, on a donné les informations, mais là, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il faut qu'on investisse dans les usines pour traiter le TFA? Mais à quel prix? Quelle perte d'eau on va mettre? On est dans une impasse, en fait, on ne sait pas. En tant qu'élu, quel choix on doit faire? Est-ce qu'on doit mettre des dizaines de millions d'euros, parce que ça va être même plutôt une centaine de millions d'euros pour traiter en osmose avec les coûts, le prix de l'eau qui va augmenter, ou est-ce qu'on accepte ce risque de santé présent dans l'eau? On est réellement dans une impasse et on a bien besoin de la science pour nous éclairer là-dedans. Alors pour nous éclairer, il y a un point qui est essentiel. C'est que souvent dans la population, quand on réfléchit sur la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui est ancré en nous, parce qu'il y a beaucoup d'épidémies humaines qui ont été véhiculées par l'eau. Probablement d'un point de vue épigénétique, c'est quelque chose qui nous parle. Mais il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que les polluants qu'on retrouve dans l'eau, c'est des polluants qui sont dans l'eau parce qu'ils ont été utilisés pour fabriquer notre alimentation, produire. Donc si on les retrouve dans l'eau, c'est qu'on doit les retrouver dans notre alimentation. Et c'est ce que je voulais vous montrer par ce petit graphique. Voilà les taux de TFA. Alors ça, c'est des vieilles données de 2017 pour vous dire que l'Europe est au courant parce qu'ils mesuraient dans l'alimentation sans trop faire de bruit. Vous avez l'eau Atlanticos qu'on retrouve au robinet entre 0,3 et 2,8 microgrammes par litre d'eau. Donc 1 litre d'eau fait 1 kg. D'accord? Donc 0,3 à 2,8. Alors il y en a qui vont dire bah, je vais boire de l'eau en bouteille. Certaines eaux minérales, j'ai pris une eau belge qui est pas mal, 3,4 microgrammes. Le Vittel, 0,4 de mémoire. Et on retrouve des traces dans à peu près toutes en fait. Il y a très peu qui ne sont pas contenus. Et puis ce qui est intéressant, c'est de dire bah oui, mais au fait, dans notre alimentation, il y a de l'eau. Et bien si vous regardez par exemple dans des céréales allemandes, en 2017, ils ont retrouvé jusqu'à 280 microgrammes par kilo de céréales. Le raisin italien, jusqu'à 230 microgrammes par kilo de raisin. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se pose la question, est-ce que 0,3, 2,8 c'est un risque santé? Il faut se la poser, hein, parce que honnêtement, on ne sait pas ce que ça représente. Parce que vous êtes continuellement en train d'apporter du TFA à votre organisme, et on sait qu'il faut entre 20 et 40 heures, grosso modo, pour en éliminer la moitié. Donc grosso modo, vous êtes un apport constant. Donc c'est pas normal que ce soit dans l'eau. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est dans l'eau parce qu'on le retrouve avant tout dans notre alimentation, en fait. Et c'est parce que c'est présent dans notre alimentation qu'on retrouve ça dans l'eau. D'accord? Alors ensuite, et on va bientôt arriver aux étapes où on aura plus de questions, mais je voulais reparler avec vous des normes. Parce que ça, c'est un point qui est complexe. Donc redonner les normes, et ensuite, j'aimerais qu'on discute ensemble la pertinence parfois de certaines normes. Donc, la norme de l'eau potable, c'est 0,1 microgramme. 0,1 microgramme, on n'arrive pas à se représenter ce que c'est. En fait, c'est un comprimé de Doliprane dilué dans 2 piscines olympiques. Donc c'est quand même extrêmement faible. Pourquoi? C'est pour comprendre, ce n'est pas une norme sanitaire. C'est une norme technique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne voulait pas de polluants dans l'eau et on ne savait pas mesurer en dessous de 0,1 microgramme. Donc on a appliqué cette norme. Et du coup, aujourd'hui, on est capable de mesurer à 10 000 fois en dessous de ça. Donc il y en a qui m'auraient bien dire, bah, on n'applique plus que cette norme-là et on va sur d'autres types de valeurs. Et l'objectif, c'est quand même qu'il n'y a pas de polluants. Donc c'est ça que je voulais évoquer quand même. C'est quand même des normes qui sont extrêmement protectrices. En quantité faible. Ça ne veut pas dire quand même que c'est sans impact. Donc c'est 0,1 pour la norme. Et ensuite, pour l'ensemble des pesticides que vous avez dans l'eau, que vous en recherchez 100, 200, 500 ou 800, quand vous faites la somme de tout ce que vous avez retrouvé, vous n'avez pas le droit de dépasser 0,5 microgrammes par litre. Donc 0,1 microgramme par molécule, microgramme par litre par molécule, et 0,5 pour l'ensemble des molécules. Et là est arrivée la problématique, comme je l'expliquais tout à l'heure, des métabolites, pertinents, non pertinents.
Donc ils sont dit, les pertinents, c'est 0,1, les non pertinents, c'est 0,9. Et comme je vous ai démontré, la réglementation ne fait que de changer. Donc à Atlantico, dans le syndicat où je suis élu, on a décidé de tout faire. Je dis bien tout faire parce que des fois, c'est pas un manque de volonté, le TFA, on ne sait pas faire. Mais à partir du moment qu'on peut, qu'on a des moyens techniques, on fait tout pour respecter le 0,1. Ce qui, pour le 47, le chlorothalonil, nous coûte 1,8 million d'euros de plus. Ça, c'est pour la norme. Mais la problématique de la norme, c'est qu'elle va nous permettre de voir la face visible de l'iceberg. Et le problème, c'est tout ce qui n'est pas connu. Donc, comment ça va se passer classiquement dans le contrôle? Vous avez deux types de contrôle. L'ARS qui contrôle, qui a des listes, et vous avez le producteur de la molécule qui doit lui aussi contrôler et s'assurer que les molécules ne sont pas polluées. L'ARS va chercher 100, 200, 300 molécules, 700 en fonction de où vous êtes, mais c'est des listes préétablies. Vous faites ce qu'on appelle des analyses ciblées. La difficulté, c'est que parfois, vous ne savez pas les molécules utilisées, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est quelles approches techniques on met en place pour aller voir la phase non visible. Et donc là, on va développer ce qu'on appelle des analyses non ciblées. Donc, à Atlantico, on utilise deux approches. On va faire la première chose qu'on appelle des bioessais. C'est quoi les bioessais? On est un des seuls syndicats, je pense, en France à donner publiquement les résultats. En fait, on va prendre l'eau et on va le donner à goûter à du vivant, comme au temps des Romains. On donnait l'alimentation à goûter, puis on va prendre l'eau et on va le donner à des bactéries, à des levures, à des champignons, à des cellules humaines. On peut le donner à des larves de poissons. Et on va voir comment cette eau va réagir. Est-ce qu'elle va avoir une toxicité sur le vivant? Donc ça va nous permettre de mesurer l'effet cocktail. Parce que vous l'avez compris, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on recherche une infime partie des molécules probablement présentes. D'accord? Donc on va faire la première chose, c'est des analyses, des bioessais. Alors comment ça marche? Je vous ai mis un exemple ici. Vous avez en haut la toxicité générale, et puis en bas on va avoir des choses plus spécifiques, tout ce qui va être perturbation endocrinienne, stress cellulaire, ce genre de choses, des mécanismes impliqués dans les pathologies humaines. Et puis on va avoir des bactéries qu'on appelle sensibles. On va leur ôter des mécanismes de protection qui permettra de réagir à des tout petits effets cocktails. Et on va pouvoir voir si notre eau est bien sans impact. Alors comment on va lire ces bioessais? C'est très simple, pas besoin d'être scientifique, un code couleur. Quand c'est jaune à bleu clair, tout va bien. Quand c'est rouge, c'est que tout meurt. Quand c'est orange, c'est qu'on a une forte toxicité. Et à l'inverse, quand c'est bleu foncé, c'est que là, on a un problème d'un point de vue nutritif au niveau de l'eau qui est trop chargé. Il y a aussi une difficulté. Eh bien, je voulais vous remontrer ce que j'ai montré au tout début. Rappelez-vous, je vous ai montré le captage de Machecoul, qui est un des plus pollués en Loire-Atlantique. Et vous voyez, en sortie d'usine, on n'avait pas de molécules. Donc on se dit, c'est super, notre usine, elle fonctionne bien, on est rassuré. Et on fait des bioessais. Et voilà nos résultats. On a les levures qui ont des difficultés, nos algues qui n'arrivent pas à pousser, et les champignons qui meurent tous. Mais tout le temps. L'eau est aux normes, mais clairement il reste des molécules qui ont des impacts, puisque le vivant n'arrive pas à pousser, les champignons n'arrivent pas à pousser. Alors est-ce que c'était étonnant? Pas trop. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur ce captage, 49 molécules, 400 métabolites, on en recherche à peine 10. On est sur un captage maraîchage intensif, il reste probablement des antifongiques. Faut pas rêver. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien on va faire de l'empreinte chimique pour aller rechercher de façon plus exhaustive. Alors là je vous ai mis un exemple d'empreinte chimique. On va rechercher là 4000 molécules. Mais on recherche présence, pas présence. Pas la concentration, c'est présent, pas présent. Parmi ces 4000 molécules, on va avoir des contaminants industriels, des pesticides, des médicaments, des cosmétiques, etc. Et voilà les résultats. Alors c'est facile, je vais vous expliquer. En haut, vous avez forage 3, forage 7, forage 11, forage 13. Ça, c'est les eaux brutes. Chaque trait que vous voyez, c'est comme un code barre, correspond à une molécule qu'on a identifiée. Quand il y a une couleur, on est capable de donner son nom. Un pesticide, un polluant industriel, un médicament. Quand il n'y a pas de couleur, que c'est gris, on sait que la molécule est présente, on a des paramètres physico-chimiques, mais on n'est pas capable de donner son identité avec certitude. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que dans les eaux brutes, on a détecté plus de 106 molécules. Et la colonne du bas où il y a du orange, ben ça c'est l'eau traitée qui est dans notre usine. Finalement, quand on fait ces approches-là, on a découvert 33 molécules qui restaient à la sortie de l'eau. Alors il y en a certaines, on n'est pas capable de donner leur nom, et d'autres, on a pu les identifier. Et parmi ces molécules identifiées, on avait identifié des antifongiques. Donc l'idée est d'aller plus loin maintenant, de repasser sur des laboratoires classiques, et de voir avec eux s'ils peuvent mesurer les molécules, parce que parfois ils ne peuvent pas.
Donc là, on essaie de voir et on paye nous-mêmes, le syndicat, le développement du dosage pour essayer d'aller mesurer et de s'assurer qu'on n'a pas de problème. Et si on retrouve bien les molécules, bah après réfléchir sur la technique pour pouvoir dépolluer l'eau. Alors il y a peut-être un truc, quelque chose que vous avez remarqué, il y a des molécules oranges qui apparaissent dans l'eau traitée. Ces molécules oranges, c'est des molécules qui n'étaient pas présentes dans l'eau brute, mais qui sont présentes dans l'eau traitée. Vous avez une idée de quoi ça vient? Le charbon qui est au large. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'eau? Quel est le risque le plus important de l'eau qui peut tuer en quelques jours? Le bactérien, le risque bactérien. Si on est obligé de mettre du chlore pour contrôler le risque bactérien. Le chlore, c'est un oxydant. Si vous avez des polluants dans l'eau, le chlore va réagir. Et là, on pense que c'est en fait des polluants qui étaient présents et qui réagissent avec le chlore. Donc, qui ont des propriétés physico-chimiques différentes, et ce qui fait que l'appareil de mesure va pouvoir les mesurer. Donc là, il faut maintenant aller essayer d'inventer des stratégies pour aller mesurer ça. Donc ça, c'est juste voilà, pour vous montrer que finalement, il y a pas mal de molécules. Sur certaines empreintes chimiques, aujourd'hui, on monte jusqu'à 300 000 molécules en recherche. Et on se fait beaucoup peur parce que là, c'est plus 103 molécules, 110, c'est beaucoup plus qu'on peut détecter. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, avant de passer à la conclusion, c'est de se dire, est-ce que ça peut avoir des impacts pour notre santé? Et je voulais vous montrer 2 études qui ont été faites par l'INSERM et le CNRS, publiées en 2020. J'ai vu aucune critique dans la littérature, ce qui montre que la méthodologie est extrêmement bonne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris des souris. Bon, les chercheurs aiment bien embêter les souris, hein, c'est comme ça. Ils ont pris des souris qu'on peut dire normales, et des souris qui sont modifiées génétiquement, dans lesquelles on va retrouver des gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est des souris qui sont prédisposées à développer Alzheimer, comme on va avoir chez l'humain en fait. On peut avoir des prédispositions. Et à ces souris, on va leur donner pendant 6 à 9 mois de l'eau, dans laquelle on a rajouté 3 antifongiques à la norme de l'eau potable. Mais ces 3 antifongiques, c'est ceux qu'on retrouve le plus dans l'alimentation humaine, et même pour les enfants et les petits pots pour les bébés. Donc on est bien à la norme de l'eau potable. On alimente nos souris pendant 6 ou 9 mois, et on va regarder si les souris ont la même Alzheimer que les autres. Eh bien, celles qui ont été traitées en bas, là, vous voyez, en bas où c'est rouge, mais vous pourrez avoir accès au PowerPoint, vous pourrez le voir, et aller chercher, je vous ai mis les références de l'étude. Les souris qui ont été traitées avec les 3 antifongiques pendant 9 mois font 18 fois plus d'Alzheimer que les autres. Avec une modification au niveau du cerveau, il y a beaucoup d'inflammation dans le cerveau, et une modification des cellules qui sont spécifiques d'un point de vue immunitaire au niveau du cerveau. Donc ça veut dire qu'à la norme de l'eau potable, sur 9 mois, ces souris qui étaient fragilisées ont développé beaucoup plus d'Alzheimer que les autres. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est ce qui va suivre. Ils ont fait les mêmes expériences, mais cette fois-ci pendant la gestation. Donc pendant que les mamans sont gestantes, on va leur donner ces taux avec les 3 antifongiques. Et ensuite, on va sacrifier les souris, et ils ont regardé l'hippocampe. Alors c'est les images qui sont en haut. L'hippocampe, c'est une petite zone dans le cerveau qui a un rôle essentiel dans l'apprentissage, dans la mémorisation, aussi finalement dans nos émotions. Donc c'est extrêmement important dans la construction de la personne. Et en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est comment fonctionne cet hippocampe. Eh bien, ce qu'ils peuvent démontrer, c'est ce qui est en rouge, à gauche. Donc ils ont regardé les marqueurs de cellules souches. En fait, dans le cerveau, quand vous allez développer vos capacités cognitives, quand l'enfant va naître, on va avoir une grande prolifération des neurones. Les neurones vont se connecter les uns avec les autres, vont se différencier, se maturer. Et c'est les connexions entre les neurones qui vont faire apparaître les fonctions cognitives de l'individu. Et bien, ce qu'ils démontrent dans cette étude, c'est que quand il y a les 3 antifongiques à la norme de l'eau potable, les neurones prolifèrent comme des malades, mais ils restent jeunes, ils n'arrivent pas à se différencier. Et là, on est face à un problème, parce que c'est la différenciation des neurones qui permettra de faire naître les capacités cognitives, de focalisation d'attention. Donc quand vous avez des enfants, aujourd'hui, qu'on dit mal élevés, souvent, c'est que leur cerveau, il est fait différemment, en fait. D'un point de vue cognitif, il y a des troubles du neurodéveloppement, ils ne peuvent pas se focaliser leur attention de la même manière, etc. C'est biologiquement, on a des grandes différences. On parle d'un enfant sur 6, aujourd'hui, des troubles du neurodéveloppement. Quand vous regardez l'autisme, Santé publique France disait qu'on est passé d'un petit garçon sur 140 à 1 sur 70 en 7 ans. En 7 ans, ce n'est pas le diagnostic qui s'est amélioré à ce niveau-là. Donc on a réellement un problème environnemental. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer que déjà à la norme de l'eau potable, par les effets cocktails, on a un risque santé. C'est la recherche. Ça a été mis en cause par personne, mais ça n'a pas non plus été reproduit. Donc il faut prendre mesure de ça. Il ne faut pas s'alerter à outrance. En fait, là, on est aussi en train de parler de risque.
Qu'est-ce que je veux dire par la notion de risque? Quand un enfant il va naître, un bébé, les premiers jours d'ailleurs il va faire 9 grammes de cerveau par jour, tellement son cerveau va se développer. Eh bien, quand vous allez lui donner à manger, quand vous allez commencer à l'alimenter, vous êtes en train de le tuer. Mais si vous lui donnez une alimentation de bonne qualité, on a un certain pouvoir oxydatif. Si vous lui donnez une alimentation de qualité, vous le tuez sur 80 à 90 ans. Pour un peu qu'il ait de la chance et qu'il ait des gènes de Jacques Calment, vous le tuez sur 120 ans. Si vous ne lui donnez pas à manger, vous le tuez entre 4 jours. On est bien sur ces notions de risque. C'est-à-dire que ça, c'est très inquiétant, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter à outrance. Il faut prendre mesure de ça, comprendre et agir. On parle de notion de risque, voilà. C'est un point qui est essentiel parce que ça peut être assez anxiogène quand on commence à comprendre ces enjeux. En tout cas, vous avez compris qu'à la norme de l'eau potable, ces 3 molécules à 0,1 ont déjà potentiellement un impact sur le neurodéveloppement. Et là, à nouveau, où je voulais vous questionner, qu'on se questionne ensemble, eh bien, je vous ai dit, la norme de l'eau potable, c'est 0,1 microgramme. 0,1 microgramme, c'est égal à 0,0001 milligramme. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vous ai mis, vous avez en bas le site, c'est le site de l'Europe, sur lequel vous pouvez aller voir tout ce qu'on appelle les LMR, les limites maximum de résidus. Quand vous cultivez de la carotte, si vous mettez du pyriméthanyle, vous n'avez pas le droit qu'une fois que vous l'avez mis, qu'il n'en reste plus de temps de concentration dans votre kilo de carotte. Ça, c'est réglementé par l'Europe. Eh bien, si vous regardez le pyriméthanyle, le mépanylpyrim et le cyprodinyle, par exemple, si je prends le céleri, vous avez le droit à 20 mg par kilo en pyriméthanyle. Ça veut dire que dans 1 kg de céleri, vous pouvez le commercialiser tant qu'il y a une dose inférieure à 20 mg de pyriméthanyle. Et ça, c'est extrêmement important, puisque quand vous regardez les contrôles de l'Europe, 13 à 18% des céleris dépassent ces limites maximum de résidus. Donc, dit autrement, vous achetez un céleri conventionnel, vous avez grosso modo un risque sur 5 ou sur 6, 7, d'avoir un céleri qui dépasse cette valeur de 20. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, faisons le comparatif avec la norme de l'eau potable. Je vous ai dit, on est d'un côté de l'ordre du 0,1 microgramme, de l'autre côté du milligramme. 20 mg, ça correspond à 200 000 fois ce qu'on a le droit dans 1 litre d'eau. Et je vous ai dit que dans 13 à 18% des cas, il dépasse. Donc, dit autrement, ça veut dire que vous n'avez pas de chance, vous avez acheté votre céleri au marché, vous avez pensé d'acheter bio, mais le gars il a trafiqué, en fait, il venait de je sais pas où. Vous vous retrouvez avec un truc qui dépasse les limites maximum de résidus, vous avez mangé 250 grammes de céleri, vous avez grosso modo la même dose que vous auriez dans 50 000 litres d'eau. Voilà, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête en fait. C'est que les polluants dans l'eau peuvent avoir un impact pour la santé, mais ne nous trompons pas d'objectif. Si on retrouve ça dans l'eau et si ça a potentiellement un impact pour la santé, c'est qu'avant tout ça a été utilisé pour produire notre alimentation, et c'est dans notre alimentation qu'on a des doses qui sont nettement plus fortes que ce qu'on peut avoir dans l'eau. C'est pas pour déresponsabiliser l'eau, c'est bien pour avoir une vision systémique. Donc là, je vous ai mis le site de l'Europe sur lequel vous pouvez retrouver tout ça. Vous pouvez rentrer par molécule ou par légumes. Et mine de rien, si on n'a pas les revenus pour pouvoir acheter tout en bio, bah parfois on peut faire de la sélection. Il y a certains, par exemple le kiwi, en général, il n'est jamais traité. Donc on peut acheter certains fruits ou légumes en fonction de ses revenus et d'avoir, voilà, d'optimiser. Même si le bio est nettement ce qu'il faut. Avant de passer aux conclusions, je voulais vous parler d'un dernier point, les nitrates. Pourquoi je vous parle des nitrates? Dans la norme de l'eau potable, au niveau du robinet, on n'a pas le droit de distribuer une eau si elle dépasse les 50 mg. Ça veut dire qu'on a le droit d'aller jusqu'à 50 mg de nitrate par litre d'eau. Si vous avez peur et que vous achetez de l'eau en bouteille pour votre bébé, eh bien, sur la bouteille est marqué nourrisson, l'eau ne doit pas dépasser 15 mg de nitrate. Et par exemple, il nous est arrivé dans le secteur dans le secteur d'Atlantico, on a un dépassement de nitrate, toute l'année les gens sont entre 46 et 47, et tout d'un coup on passe à 51. Branle-bas de combat, distribution de bouteilles. Alors honnêtement, c'est pas parce qu'on est passé à 51 pendant 2 semaines que ça pose plus de problèmes que 46, 47 toute l'année, hein. Faut être clair. Donc on distribue de l'eau en bouteille. Ah bah oui, mais là, l'eau en bouteille, nous, qu'on a distribuée, elle ne devait pas dépasser 15 mg. Donc toute l'année on distribue une eau autour de 50, et quand on dépasse de 50, qu'on est à 51, on doit distribuer une eau en bouteille, cette fois-ci qui ne dépasse pas le 15. Et en quoi ça c'est un problème? Eh bien, c'est un problème parce que l'ANSES a expliqué, a étudié, et a vu qu'il y avait une corrélation entre les nitrates dans l'eau et certains cancers. Les cancers colorectaux peuvent être induits par les nitrates dans l'eau. Et surtout, dans cette note de l'ANSES, il cite une étude
très robuste qui a été faite au Danemark. C'est assez intéressant parce que là-bas, ils ont des registres exhaustifs, sur notamment les cancers pédiatriques. Et dans ce pays, donc tous les cancers sont déclarés, et ils ont sectorisé les endroits où l'eau est inférieure à 25 mg en nitrate, les endroits où l'eau est supérieure à 25. Et bien les résultats de cette étude épidémiologique, très robuste, qui a été remise en cause par personne, montrent que dans les endroits où on est entre 25 et 50, on a 3 fois plus de cancers pédiatriques, 2 à 3 fois plus de cancers pédiatriques au niveau du système nerveux central. Donc voilà, c'est des études. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a une causalité. Mais c'est important de le dire. C'est important, ça veut dire qu'on voit qu'il y a ça, mais est-ce que c'est les nitrates? Est-ce que c'est les nitrates plus les pesticides? Parce que si vous avez nitrates, c'est que vous avez aussi pesticides dans l'eau. Enfin, c'est toute la difficulté. En tout cas, il y a des évidences scientifiques qui montrent bien les liens nitrates et pathologie. Et puis vous avez d'autres études qui montrent que le nitrate agit comme un perturbateur endocrinien et provoque par exemple chez l'enfant l'hypothyroïdisme. Et là, on revient à nouveau aux méthodes du neurodéveloppement. Les hormones thyroïdiennes, le crétinisme vient de là. Quand vous avez un problème au niveau thyroïdien, si vous avez un hypothyroïdisme, vous allez avoir des grosses difficultés au niveau du neurodéveloppement et développement du cerveau. Donc vous voyez, les aspects santé sont extrêmement importants. En conclusion, ce que je voulais vous montrer avec vous, c'est... Bon, mais ça, vous le saviez déjà, hein, finalement, on a quand même une contamination qui est ubiquitaire des masses d'eau, qui n'est pas liée qu'à l'agriculture. On en a beaucoup parlé aujourd'hui parce que c'est ce qui, nous, sur notre territoire, pose problème. Mais dans certains territoires, vous avez des PFAS à chaîne longue qui posent un problème de santé considérable. Vous avez le pouvoir des molécules industrielles, enfin, il y a les cosmétiques qu'on utilise, tous les produits qu'on met dans notre évier, qui ne sont pas traités par les stations d'épuration. Enfin, tout ça, ça existe, il faut bien en avoir conscience, il faut bien avoir une approche systémique. On a clairement un problème de qualité d'eau qui est dégradée, nitrates, pesticides, et l'enjeu, c'est les métabolites de pesticides, de médicaments et de produits chimiques tout court. Là, il y a une étude qui ne devrait pas tarder à être publiée. Ils étaient très contents, en fait, ils traitaient les PFAS dans la station d'épuration en mettant comment ça s'appelle, de la superoxydation. Donc, ils vont casser les molécules. Ben oui, les PFAS qui les intéressent disparaissent, ils en font apparaître d'autres à chaîne plus courte. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut traiter à la source en évitant de mettre d'autres polluants. Donc on a une eau qui est polluée, ça aussi c'est un point qui est essentiel, parce que quelque part notre alimentation est contaminée. Et il est urgent d'agir, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, juste de petits schémas, vous savez que dans notre cerveau, dans nos muscles, tout marche par courant électrique. J'ai mis le petit schéma en haut, quand vous branchez votre téléphone dans la prise, c'est des électrons qui vont circuler, qui vont permettre le courant électrique. Et bien dans nos cellules, c'est pareil. Il y a des électrons qui circulent, qui sont portés par les ions, le sodium, le chlore, etc. Et ça va créer des courants électriques. Et bien comme la majorité des insecticides, par exemple, vont tuer, ils vont tuer les systèmes qui permettent de générer des courants dans les cellules. Et ils vont tuer les insectes en ciblant une petite molécule qu'on appelle l'acétylcholine, qui est un petit neurotransmetteur, un messager entre neurones. Et la plupart des insecticides tuent en ciblant les enzymes qui dégradent l'acétylcholine et qui sont des enzymes qu'on retrouve dans l'ensemble du vivant, avec des grandes similitudes avec les enzymes chez l'humain. Alors elles ne se sont pas arrêtées là, et vous avez forcément entendu parler récemment, ils ont développé ce qu'on appelle ensuite les néonicotinoïdes. La nicotine, c'est des récepteurs à l'acétylcholine. Donc les néonicotinoïdes, comment ils tuent? Ils tuent en jouant sur les récepteurs à l'acétylcholine. Et là aussi, certes, les isoformes de ces récepteurs sont différents chez l'insecte et chez l'humain, mais chez l'enfant, c'est pas tout à fait identique. Parce qu'on a des isoformes qui sont beaucoup plus proches de l'insecte que l'adulte. Donc vous voyez toutes les difficultés. Et au passage, il y a une belle étude suisse qui a recherché dans 14 cerveaux d'enfants avec des tumeurs. Dans 14 cerveaux sur 13, ils ont retrouvé les néonicotinoïdes présents dans le cerveau de ces enfants. Alors que justement, l'industrie nous disait qu'il n'y avait aucun risque, ça ne pouvait pas passer la barrière hémato-encéphalique. L'autre point essentiel, avant de conclure, c'est que dans les antifongiques, beaucoup de molécules tuent comment? Elles tuent en empêchant la cellule de fabriquer son énergie. Et dans notre cellule, on a ce qu'on appelle des petits organes jaunes, hein, des mitochondries. Il y a des enzymes, là aussi, c'est conservé dans toute l'échelle du vivant. Et bien, ces antifongiques vont cibler des enzymes présents, et c'est comme ça qu'ils vont tuer. Et là, à nouveau, ces enzymes sont présents chez nous. Et juste un point de réflexion collective, je vous ai expliqué que quand un enfant naît, les premiers jours, il fait 9 grammes de cerveau par jour. En 2 ans, son cerveau, il a plus que triplé de taille. Il est presque arrivé à la taille adulte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais quand vous comparez la croissance d'un petit poulain, d'un veau, à un bébé humain, il y en a un qui lui faut 18 ans pour être adulte, presque.
Le petit veau, le petit poulain, en 4 ans, il a sa taille adulte. Vous savez comment on explique ça? Eh bien, la consommation d'énergie par le cerveau est telle pour la fabrication que si un enfant devait croître à la vitesse d'un poulain, il n'aurait pas assez de ses jours et de ses nuits pour apporter de l'énergie à son organisme, pour fabriquer et son cerveau, et ses muscles, et ses os, pour avoir la même vitesse de croissance. Et là, on va utiliser des molécules de façon massive qu'on retrouve dans notre alimentation, qui va venir cibler la capacité des cellules à fabriquer cette énergie. Donc, à nouveau, on comprend pourquoi l'INSERM a établi qu'il y avait des liens entre ces molécules et les troubles du neurodéveloppement. Pour conclure, je voulais utiliser cette conclusion d'une personne que j'apprécie énormément, c'est Philippe Perrin, qui est le premier éco-infirmier de France. Alors pas éco parce qu'il ne coûte pas cher, c'est parce qu'il forme les soignants à la santé environnementale. Et j'ai repris sa conclusion que j'avais trouvée remarquable. En fait, Philippe disait, c'est incroyable parce qu'on vit une crise sanitaire qui est remarquable. Donc on le voit tous, hein. L'hôpital est en faillite, on n'arrive plus à avoir des rendez-vous chez les médecins, certes il y en a moins, mais on a aussi un problème de maladie chronique en fait. Les gens ont des pathologies chroniques, et souvent qui est vraiment lié à nos modes de vie, c'est des pathologies modernes. Et ce qui est remarquable, c'est que pour autant il existe un vrai médicament, et ce médicament il est incroyable parce que quand vous le prenez tous les jours, en tout cas quasiment tous les jours, vous diminuez de 21% les risques d'obésité. Vous diminuez à peu près de 30% les risques de diabète de type 2. Au passage, 10 milliards en France, ça coûte de soigner le diabète de type 2. Vous réduisez à peu près 25% le risque du cancer du sein. Vous réduisez le lymphome de plus de 60% le risque de lymphome, les malformations du pénis, etc. Vous réduisez tout ça. Et ce qui est remarquable, c'est que ce médicament, il est fabriqué dans des usines sans risque pour l'environnement. Elles sont pas classées, c'est Veso. Ces usines qui fabriquent ce médicament permettent de stocker le CO2. Et timidement, nos agences, les recommandations nationales recommandent ce médicament. Le Haut Conseil de la Santé Publique, comme Santé Publique France, conseille de le prendre, en fait, de façon subtile. Ils expliquent qu'il est important de consommer des fruits et légumes tous les jours, et si possible, sans intrants chimiques. Pourquoi sans intrants chimiques? Parce qu'en fait, ce médicament, c'est l'agriculture biologique. Il est démontré... C'est l'étude Nutrinet et d'autres études, Nutrinet qui a suivi plus de 70 000 personnes environ, qu'en fait les gens qui consomment tous les jours, très régulièrement une alimentation biologique, ont tous ces risques santé diminués. Alors les scientifiques sont précis, attention, on n'a pas démontré parce qu'il faut toujours être attentif. Les gens qui consomment bio, c'est aussi des personnes, il faut le dire, qui ont pris conscience des enjeux de santé, qui vont faire plus attention à certaines choses dans la globalité, qui vont réfléchir chez eux les matériaux qui vont être, etc. Mais il n'empêche que ces études sont claires. Tous ceux qui consomment une alimentation bio ont moins de risques santé. Et à l'inverse, quand on fait les études épidémiologiques, ceux qui sont malades, on retrouve les pesticides comme un des marqueurs. Sur les mammifères, on est capable de leur donner les maladies en donnant ces molécules. Et puis vous avez vu récemment peut-être cette belle étude qui démontrait qu'ils ont pris 2 populations d'humains, ils ont fait une étude vraiment clinique, et ils leur ont donné soit une alimentation ultra transformée, soit une alimentation biologique, légumes et fruits. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils ont fait ça, ils ont donné les mêmes rations énergétiques. Ça veut dire que vous avez la même énergie. Et ils ont comparé en 3 semaines. En 3 semaines, ceux qui avaient une alimentation industrielle, par rapport aux autres, il y a eu un différentiel de 1,9 kg. En 3 semaines. Et une atteinte, par exemple, des qualités du sperme. En seulement 3 semaines. Donc les choses sont scientifiquement établies, c'est ça que je voulais vraiment évoquer. Donc pour conclure, vous l'avez compris, il faut favoriser une agriculture. Nous on demande sur les aires de captage 0 pesticides, et on nous demande que nous on puisse indemniser les agriculteurs sur les captages pour venir compenser la perte liée à l'absence d'utilisation des pesticides. Nous on est prêts à le faire. Et je pense que les consommateurs vont nous suivre, mais ça coûte un peu plus cher sur la qualité de l'eau. Ce qu'on nous demande actuellement, c'est pas le prix de l'eau, c'est la qualité. Donc là, il faut trouver des solutions. Et puis, il faut vraiment être extrêmement proactif, parce qu'on est face à un défi majeur. On n'arrive pas à gérer la pollution historique, et on continue, et on continue, et on continue à ajouter des polluants sur les nappes, des polluants qu'on n'arrive pas à traiter. Et pour terminer, eh bien, on a une action qui est possible, tous collectivement. La première chose, c'est 2026, il y aura des élections municipales. Eh bien, allons sur les listes. Prenez le pouvoir d'agir, en fait. On a des grandes difficultés à recruter, mais à un moment, ne soyez plus des consommateurs de la vie politique. Soyez les acteurs. Présentez-vous, allez sur les listes. C'est comme ça, en fait, qu'on a le pouvoir d'agir et d'action.
C'est ce que nous on a dû faire à Atlantico. C'est parce qu'on est élus, qu'on a été au syndicat et qu'on a mis ce programme de recherche et développement. Et puis, dans cette capacité d'agir, avec, vous connaissez peut-être les ordonnances vertes, c'est quelque chose qu'a mis en place la ville de Strasbourg, qui est remarquable, parce que la grande difficulté, c'est très facile de venir vous parler aujourd'hui. Vous êtes tous des convaincus. Donc c'est facile. Mais la difficulté, c'est d'aller convaincre ceux qui ne sont pas sensibles. Et Strasbourg a mis un programme qui est absolument incroyable, c'est les ordonnances vertes. Il y a un moment dans la vie où quasiment tous les parents se posent des questions. C'est le moment où la maman est enceinte. Le moment où ils vont vouloir avoir des enfants. Et bien Strasbourg, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ces ordonnances vertes. Quand la maman est enceinte, le médecin fait une ordonnance pour attester, et en fonction des revenus de la personne, pendant 2 à 7 mois, toutes les semaines, on a un panier de fruits et de légumes biologiques. Donc local et biologique. Et en contrepartie, le couple s'engage à suivre des ateliers de santé environnementale. Donc il y a une contrepartie. Et ce qui est remarquable, c'est que Strasbourg montre que 90% des femmes qui sont rentrées dans ces ordonnances vertes, après la grossesse, continuent à consommer des aliments biologiques, continuent à acheter du local. Ils ont mis en place des ateliers de cuisine aussi, tout simplement, on n'a plus le temps. Et des fois, c'est pas ce qu'on ne veut pas, voilà, la vie est trop rapide aujourd'hui. Et bien, ils sont aperçus que les femmes, plus de 80%, n'achetaient pas des petits pots, faisaient l'alimentation pour leurs enfants. Et, cerise sur le gâteau, les femmes ont toutes témoigné que ça diminuait la charge mentale face à la grossesse, parce que pendant ces ateliers, elles ont accès à des vrais professionnels qui donnent des vrais conseils, elles ont accès à d'autres mamans enceintes au même moment, qui se posent les mêmes questions. Vous êtes déjà en train de faire de l'interaction sociale, l'enfant est pas né, que déjà les parents se rencontrent et parlent avant de les amener à l'école, et vous êtes en train de lever le stress mental, de créer des liens sociaux et avoir un impact systémique sur votre territoire. Vous favorisez la santé, vous favorisez l'économie locale et la production, et vous favorisez le système public aussi, parce que le service public, parce que quand vous avez des acteurs de votre commune qui sont capables économiquement de vendre, c'est un service assuré à la population. Donc c'est vertueux, systémique, et en plus ça coûte rien du tout. C'est 420 € par femme. J'ai calculé sur la commune où je suis élu, ça correspond au prix du repas des aînés qu'on fait avec tous nos aînés toutes les années. C'est une volonté politique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et juste vous dire, il y a une tribune qui circule actuellement. Si vous êtes soignant, vous connaissez des soignants, vous pouvez capter le lien. Je pourrais vous l'envoyer. On a déjà presque 700 soignants qui ont signé et qui demandent l'instauration des ordonnances vertes. Donc ça, on continue pour récolter le maximum de soignants, de signatures de soignants, de scientifiques. C'est eux qui sont prescripteurs de santé, et ça va arriver au moment des campagnes municipales pour mettre ça sur le tapis et qu'on parle des vrais enjeux importants, où on a tous un moyen d'action facile et rapide. C'est vraiment une action à haut rendement en termes de santé publique, en termes de lien social et en termes économiques. Voilà, j'ai terminé.